Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien après 3 jours de pause, c'était pas prévu mais je suis en train de préparer le Tour de France, donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Je vous précise déjà que demain il y aura une vidéo de présentation pour la course des 2 caps qui commence dimanche, ça c'est de la voile, et puis bien entendu samedi dimanche le débrief des championnats de France, élite dames, élite hommes. Allez, on va parler des différents contre-la-montre, des différents titres. Enfin voilà, en partant des derniers, en remontant vers les premiers du côté de ces championnats de France. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez cliquer rapidement également dès qu'une vidéo est en ligne, et pour ça, le mieux c'est de rajouter la petite cloche, c'est juste à côté du bouton abonnez-vous. On commence tout de suite, déjà par un petit coup de gueule. Bon, moi j'ai pas aimé le fait que ça soit un parcours aussi court pour ces championnats de France. 26 km c'est trop court pour moi, c'est pas un parcours de championnat. Pour moi un parcours de championnat c'est un parcours qui dure minimum 40 minutes d'effort. Minimum. Je dirais, moi je suis plutôt pour 45-50 minutes d'effort. Pour moi, sur un championnat de France, on doit avoir un parcours qui se rapproche d'un championnat du monde et d'une longueur de championnat du monde. Après, j'ai envie de dire que ces derniers temps, même sur les championnats du monde, on a réduit le kilométrage. Moi, j'en ai un peu marre de ce cyclisme et même de ce sport en général qui veut tout raccourcir, tout réduire. L'endurance et la longueur d'une compétition, c'est ce qui permet d'avoir des rebondissements. Si le Tour de France il dure 3 jours, tu as quand même peu de possibilités d'avoir des rebondissements. Ce qui fait qu'on a des rebondissements, c'est que ça dure 21 jours. Moi j'en ai un peu marre voilà, de ce genre de choses. Aujourd'hui Paris-Roubaix, pourquoi c'est spectaculaire? Parce que ça dure 250 km. Si ça dure 20 km, Paris-Roubaix c'est chiant, tout le monde se barre. On a déjà eu ça avec le tennis, maintenant avec la mode des super tie-break qui nous aurait peut-être permis d'avoir une finale à Roland-Garros qui aurait duré 6 heures, 6h30, 7 heures, peut-être qu'on aurait dû la jouer le lendemain et ça recrée un petit peu de l'histoire. De toute manière, dans le sport, les anecdotes, la légende dans le sport, ça s'est quand même souvent passé sur des épreuves qui duraient extrêmement longtemps. Isnor-Mahut, ça dure pas 10 minutes. Par exemple, et notamment les Tours de France dans les années 50-60, les étapes de légende, c'est des étapes où ça partait à 150 bornes de l'arrivée, mais ça veut dire que c'était des étapes de 200 bornes. Aujourd'hui, on a tendance à tout raccourcir pour croire que ça fait plaisir aux gens, alors que non, parce que comme on raccourcit, il n'y a plus de légende. Sur le 100 mètres, il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'anecdote sur 100 mètres. En athlétisme. Bah non, ça dure que 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'on crée comme histoire, qu'on raconte comme histoire sur un 100 mètres? Et là, aujourd'hui, si on avait eu un contre-la-montre plus long, peut-être qu'on aurait eu un peu plus de surprise au niveau du classement général et des anecdotes. Alors certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'on veut un parcours égal filles-hommes. Ok, mais pour moi, les filles, elles sont capables de faire 45 bornes. Où on se dit, ah bah non, c'est pour éviter qu'il y ait des gros écarts avec les amateurs. Sauf que là, regardez, la dernière chez les amateurs, elle est à 12 minutes. Donc entre 12 minutes et un quart d'heure, ça change pas grand-chose. Voilà, donc moi, ça m'énerve qu'on dise, oui, bah, c'est pour avoir une égalité filles-garçons. Et dire bon les amateurs filles elles sont pas en capacité de le faire. Si elles sont en capacité de faire 50 bornes, si elles sont pas en capacité de faire 50 bornes, là faut quand même se poser des questions. La différence c'est que oui, elles vont se prendre des tôles par rapport aux professionnels, et encore c'est peut-être même pas sûr, et aujourd'hui elles se prennent déjà des tôles par rapport à certaines professionnelles. Si on regarde les écarts au kilomètre, ça fait un peu mal par rapport même aux meilleurs chez les amateurs. Et de toute manière, si on veut à un moment que les filles s'améliorent, il va falloir durcir. Si on attend pour durcir les courses que les filles se professionnalisent encore plus, je pense qu'on peut attendre encore 50 ans. Voilà.
Donc je pense que pour que les filles se professionnalisent plus, il va falloir augmenter le kilométrage. Et là, moi j'aurais aimé avoir un truc plus long. Là, on est sur un parcours quand même hyper court, d'un côté comme de l'autre. Même pour les filles, c'est court. C'est pas un parcours de championnat et voilà. Pour moi, c'est un vrai problème. C'est pas un parcours de championnat sur la longueur, hein. Pas sur le type de parcours proposé, mais sur la longueur en kilométrage. Après, bon, tu le vois aussi sur les grands tours. Maintenant, on a l'impression de voir toujours les mêmes contre-la-montre. C'est aussi pour ça que les gens n'aiment pas le contre-la-montre, parce que je suis désolé, mais quand moi, à mon époque, on avait des contre-la-montre de 50 km, il y avait des rebondissements sur ces contre-la-montre-là. T'avais des surprises que tu n'as plus aujourd'hui sur des contre-la-montre courts. Moi, le dernier contre-la-montre où j'ai pris du plaisir, je le dis toujours, c'est le premier contre-la-montre l'an dernier du Tour d'Italie. Enfin, le contre-la-montre là avec l'arrivée en bosse. Pourquoi? Parce que c'était un contre-la-montre qui était très long. Et donc, on avait parfois des surprises, une gestion de l'effort qui était différente. 30 km de plat, aujourd'hui, tout le monde sait le faire, hein. En gros. Donc, il y a peu de surprises, il y a peu de différences. Bon, voilà, c'est dommage et je trouve ça un petit peu triste. Bon, du côté des filles, on a une fille qui s'est fait disqualifier, Émilie Morière. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté d'Émilie Morière. Est-ce qu'elle est restée trop longtemps à côté d'une voiture? Mais elle a été disqualifiée et j'ai pas l'information, donc je ne peux pas vous dire. Voilà pour cette fille qui sera chez Saint-Michel en tant que stagiaire, hein, à partir du 1er juillet normalement. Qui a été performante, hein, on l'a vu. Elle avait remporté un chrono sur le Tour de l'Orne par exemple. Quatrième du Critérium cycliste du Mont Pujol, vainqueur de la classique féminine Vienne, Nouvelle-Aquitaine. Là, il y a eu des résultats, mais là aujourd'hui, elle s'est fait disqualifier. Bon, les dernières, Clara Leverlet, qui était la première à partir, c'est aussi la dernière dans le classement. Bon, on voit, hein, il y a des grosses différences de niveau entre les amateurs et les professionnels. C'est déjà le cas chez les garçons, chez les filles. C'est peut-être encore plus impressionnant parce que le championnat de France de première division n'est pas aussi développé chez les filles, donc c'est ce qui fait des grosses différences à la fin au niveau des classements. Donc là on va remonter, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose, je dirais, à dire sur ces filles qui ont le mérite de participer, ont le mérite de faire le parcours, mais qui foncièrement, voilà, le niveau est disparate. J'ai même un peu peur, parce que je crois que c'est demain la course féminine amateur, qui est quand même un niveau assez disparate et qui n'est pas forcément un grand spectacle du côté de cette course. Parmi les filles loin, Pauline Alain, parce que c'est une quand même ancienne professionnelle. Pauline Alain quand même à 5 minutes 33, hein, qui était passée voilà, par Arkea notamment. Alors c'était pas les plus grosses structures dans lesquelles elle est passée, mais c'est vrai que là son chrono n'était pas forcément exceptionnel. Alors c'est pas une spécialiste, hein, de la discipline, mais bon, quand même 5 minutes 30 de prix. C'est vrai que ça fait un peu mal pour Pauline Alain. On remonte un petit peu. Mélanie Dupin, dommage du côté de Mélanie Dupin. Elle a raté un embranchement du parcours. C'est vrai que ça fait pas forcément très professionnel, hein, de la part de Mélanie Dupin, qui a raté en plus sur la première, tout début de parcours, hein. On n'était pas sur la fin où on peut dire manque de lucidité, tu rates un virage parce que voilà, tu es à 180 en pulsation et que tu es à fond et que tu n'as plus d'énergie qui monte jusqu'au cerveau. Tout reste dans les cuisses, mais là non, du côté de Mélanie Dupin, on était vraiment dans le premier kilomètre et demi, hein, juste après le départ. Donc ouais, une erreur d'inattention de sa part, ouais, une erreur de concentration, peut-être une erreur de trajectoire, parce qu'on a l'impression qu'elle essaye de mettre les freins et qu'elle tire un petit peu tout droit. Forcément, ça fait perdre une bonne vingtaine de secondes et on voit, hein, ça fait perdre 3-4 positions. Elle aurait peut-être pu se retrouver avec Clémence Chéreau du côté de Saint-Michel, préférence Home Aubert 93,
qui devait être chez les... Alors, elle est chez les pros. Oui, pourtant, elle est chez les pros, mais elle était côté amateur. Enfin, elle est partie très tôt. Chloé, j'avais un doute, hein, c'est pour ça que j'ai vérifié, Clément Chéreau, qu'elle soit pas dans la section amateur de Saint-Michel Préférence Haut, parce qu'il y a aussi une section amateur. Non, elle était bien chez les professionnels. Et puis donc, oui, Mélanie Dupin, les 20 secondes, elle coûte cher. Baladine Tricht, alors là c'est un peu une surprise quand même du côté de Baladine Tricht, parce que l'an dernier championne de France de la discipline hein, chez les amateurs, 12e voilà, sur ce parcours, et elle finit à 4,49 quand même, mais sur 35 km, donc sur un temps d'effort de 50 minutes du côté d'Audrey Cordon-Rago. Là, elle finit avec le même écart hein, du côté de Baladine Tricht. 4 minutes 14, bon, on va dire une chouille moins. Mais elle finit quand même extrêmement loin, la Française. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème dans sa préparation? J'ai pas l'impression. On est à 11 jours de course. Bon, l'an dernier, elle avait peut-être couru un petit peu plus et encore. Oui, pas vraiment. En plus, elle avait abandonné 2 fois. Sur des épreuves donc professionnelles à l'époque. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est passée complètement à côté de son chrono. Alors c'est vrai qu'elle partait dans les derniers, hein, donc elle était entourée des professionnels. Donc peut-être que voilà, le fait d'avoir perdu du temps rapidement, ça l'a peut-être pas mis en grande confiance. Mais ouais, assez surpris par, on va dire, le mauvais chrono de Baladine Tricht. Heidi Gauguin, donc je rappelle qu'il fait partie des athlètes paralympiques, hein, Heidi Gauguin, très bon chrono, dans le top 20. Pour moi, c'est mieux que l'an dernier, du côté d'Heidi Gauguin. L'an dernier, elle était sur cette épreuve... non, elle avait fini combienième? 24e, oui, donc c'était un petit peu mieux, puisqu'elle avait fait aussi la course Espoir à l'époque, derrière Océane Mahé et Charlotte Allard, hein, elle avait fait aussi une belle course, mais là, très, très impressionnante Heidi Gauguin. Et puis, on voit qu'elle progresse dans la hiérarchie. Alors, elle est encore chez les amateurs, parce qu'elle est handisport Heidi Gauguin, mais je me dis quand même que quand on voit son niveau, il y a des équipes peut-être continentales qui pourraient être intéressées par son profil, ce qui lui permettrait également de progresser, de faire progresser le niveau paralympique. Au niveau du cyclisme sur route. Mais voilà, vous voyez, elle finit juste derrière Alison Awan, quand même pas n'importe qui du côté du cyclisme, même si le chrono c'est pas forcément sa spécialité. Bourbousson, qui était la protégée, on va dire, un petit peu d'Audrey Cordon-Rago. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et puis elle est pas très loin au fini, elle finit à 40 secondes d'une Anaïs Morichon qui était encore l'an dernier chez les pros, de Noémie Abgrad qui a également été chez les pros. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Du côté des amateurs, on retrouve encore Charlotte Allard qui finit deuxième, à 2 minutes 38. C'est pas mal, hein, parce qu'elle finit derrière Célia Géry et Amandine Muller. Et puis la vraie performance, c'est Solène Muller, première chez les amateurs, 4e chez les pros, voilà, 22 ans, 3 ans de plus que sa sœur qui est dans l'équipe du côté d'Agen-sur-Rance, des résultats en plus sur la première partie de saison. Ça va peut-être donner des idées. Elle a 21 ans, oui, il y a peut-être des équipes qui pourraient être intéressées par Solène Muller, qui fait vraiment une bonne saison l'an dernier. Elle avait fait les championnats de France, hein, déjà, elle avait fini 25e sur le chrono. Voilà, elle a vraiment fait une très belle performance, surtout qu'elle est partie assez tôt, hein. Elle est partie on va dire, dans les 10-15 premières, donc elle n'avait pas forcément de temps de référence, et pourtant elle arrive quand même à prendre la 4e place, puis ça se joue à pas grand chose avec Marion Boras, un peu sur la fin de parcours, où elle a eu un petit peu de mal à finir, mais sinon c'est vraiment une très très belle performance de sa part. Donc elle peut être vraiment très contente. On remonte à Amandine Muller, 19 ans, au niveau d'une Julie Bégaud, pas très loin d'Océane Mahé. Donc ça c'est plutôt une belle performance
de la part d'Amandine Muller, qu'on devrait retrouver dans les années à venir, peut-être dans l'équipe 1 des Giants Assurance, hein, mais on sait qu'il y a également la fille de Vincent Lavenu qui est dans cette formation. Mais là, elle a été assez intéressante, Amandine Muller. Quand vous n'êtes pas très loin de Julie Bégaud, c'est quand même pas mal. C'est un peu une référence sur cette génération-là. Puis ça confirme qu'en France, sur la génération moins de 23 ans, on a quand même du beau monde. Hein. Parce que Tissia Rio, Julie Bégaud, Amandine Muller, vous avez Solène Muller, c'est aussi de cette génération-là. Bon, Carbaol n'est pas beaucoup plus vieille. En passant, il y a quand même une génération qui est assez dingue. Océane Mahé, on s'attendait pas forcément à une performance d'une fille d'Arkea. Donc je dirais que c'est pas forcément... voilà, je dirais qu'elle est à sa place dans le top 10, mais s'attendait pas forcément à une performance miraculeuse. Julie Bégaud, je m'en serais attendu à un petit peu mieux de la part de Julie Bégaud. Tu vois, si elle se trouve au niveau de Marie-Lenette, je dis ok, c'est vraiment pas mal de la part de Julie Bégaud. Là, j'ai été assez déçu de sa fin de parcours, parce que c'était vraiment un terrain qui normalement lui convient bien à Julie Bégaud, avec des petites bosses, des petites difficultés. Donc normalement, ça aurait dû se passer mieux que ça pour la Française. Coralie Demey, donc qui finit devant Marie-Lenette. J'aurais eu l'impression quand même que c'était plutôt la situation inverse. Marie-Lenette, là aussi un petit peu déçue, je m'attendais un peu mieux, surtout que je l'avais trouvée très intéressante, notamment sur le Tour des Pyrénées féminin que j'ai regardé, et sur d'autres courses où j'avais trouvé qu'elle avait fait un énorme travail d'équipière sur des parcours comme ça de moyenne montagne. Donc je m'étais dit, sur un parcours vallonné dans le final, ça va peut-être très bien lui convenir. Elle a eu un petit peu plus de mal. Célia Le Mouel, c'est bien, aller chez Ceratizit. Elle a changé d'équipe, hein, Célia Le Mouel, l'an dernier, elle était chez Saint-Michel. Belle performance sur ce contre-la-montre. Pour tout vous dire, c'est quand même une fille que j'ai assez peu vue sur la première partie de saison. Elle n'a pas forcément fait des courses que j'ai suivies, ou pas forcément été impressionnante sur ces courses-là. Mais on sait que sur ce genre d'épreuve, on peut toujours essayer de se montrer. Quand on a un rôle plutôt d'équipière dans des équipes étrangères, c'est vrai que les championnats de France, ça peut être vraiment salvateur pour avoir un rôle de leader que l'on n'a pas sur le reste de la saison. Et puis, c'est pas toujours facile pour ces filles qui courent à l'étranger, parce que parfois, la Ceratizit, elle lui a pas envoyé une équipe pour l'aider à se préparer. Donc, c'est-à-dire que c'est une semaine où tu dois soit essayer de trouver une structure chez les amateurs qui peut t'aider, parmi les grosses structures chez les amateurs qui peut, on va dire, un peu t'héberger, ce genre de choses, soit il faut un peu tout financer pour participer au championnat de France. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu problématique dans ce genre de situation. Donc Solène Muller, dont on a parlé, grosse performance. Ensuite, Marion Borras, 3e, c'est une belle perf. L'écart en plus avec Cédrine Carbaol n'est pas si énorme que ça sur un effort comme ça de 38 minutes. Donc je dirais que c'est plutôt bien. Je l'ai trouvée très puissante sur la dernière partie de parcours. Elle a vraiment bien aimé cette fin de parcours. C'est là où elle fait la différence par rapport à Solène Muller, où là ça fait vraiment la grosse différence du côté de Marion Borras. Très intéressante sur cette dernière partie de parcours, en sachant que chez Cofidis on n'a peut-être pas forcément le meilleur matériel. C'est vrai que par rapport au vélo Specialized de la FDJ, par rapport à d'autres vélos de certaines formations, on peut penser également au Bianchi, qui a beaucoup progressé comme vélo de contre-la-montre, avec le vélo Look, paraît presque d'un ancien temps. Aujourd'hui, je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie. Juliette Labousse, si elle avait perdu pour 10 secondes, elle aurait eu des regrets. Parce que c'est vrai que sur la première partie de parcours, elle a été extrêmement prudente, Juliette Labousse. Elle est très prudente sur la première portion. Je pense qu'elle a un peu été trop prudente sur sa première portion. Mais ensuite, sur la dernière partie, Carbaol et elle font jeu égal, voire Carbaol est même un petit peu meilleur sur la dernière portion, parce qu'elle arrive encore à en remettre, alors que Juliette a eu peut-être un peu plus de mal. Je crois que très clairement, Cédrine Carbaol est maintenant la meilleure en France sur cette discipline. L'an dernier, déjà, elle n'avait pas fini très loin de
de Audrey Cordon-Rago. Là, je pense que Juliette est juste moins forte sur le chrono que Cédrine Carbaol, qui a été meilleure sur cette épreuve-là. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, du côté de Cédrine Carbaol, qui a juste fait du meilleur boulot aujourd'hui, qui a été très forte. Dès les premiers partiels, dès les premiers intermédiaires, elle est au-dessus. Elle n'a jamais été inquiétée par Juliette Labousse. Voilà, elle perd un peu, je crois, c'est entre le 2 et le 3 au niveau des intermédiaires où elle perd un peu. Et puis ensuite, bon, elle arrive à remettre. Sur la fin, elle en remet, elle refait un peu d'écart par rapport à Juliette Labousse. Bon voilà, bravo Cédrine Carbaol. Je trouve que autant elle avait fait un début de saison qui m'avait semblé très discret, Cédrine Carbaol, autant je trouve que ça fait depuis un mois et demi qu'elle est vraiment montée en puissance, la française, et qu'en ce moment elle est vraiment très intéressante. Je trouve que vraiment les Ardennaises et cette échappée sur la Flèche Wallonne, ça a été très bénéfique pour elle. Ça l'a vraiment mis en confiance, cette échappée, et depuis elle carbure quand même un très très bon niveau. 4e du Tour d'Espagne, 6e du Tour de Suisse que j'ai suivi légèrement. Voilà, cette échappée vraiment sur la Flèche Wallonne, elle marque l'avant et la deuxième partie de saison qui est bien meilleure pour elle. Donc ça c'est très intéressant pour, je pense, le Tour de France qui sera son objectif à Cédrine Carbaol. Voilà, on a fait le tour du côté de l'épreuve féminine. On passe tout de suite au chrono masculin. Un seul abandon du côté des garçons, Thibaut Garnalet qui aurait chuté en début de parcours. Ça n'a pas été une bonne journée pour Arkea au niveau des chutes, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, donc avec cet abandon de Thibaut Garnalet. Donc comme pour les filles, les derniers concurrents sont des concurrents amateurs qui sont donc pour la plupart en D1, mais forcément le chrono est pas toujours la priorité, donc ça fait forcément des différences. Alors même si elles sont quand même moins prononcées que chez les filles, le dernier est à 7,08, chez les filles c'était 11,50, et on a quand même 60 mecs qui sont à moins de 4 minutes 20, donc ça aussi il ne faut pas le négliger. Bon, on remonte un petit peu ce classement. Je voulais vous parler d'un premier concurrent, c'est Baptiste Gillet, Clément Davy. Déjà on va commencer par Clément Davy. Alors je pense qu'il a fini vraiment en roue libre sur la fin, Clément Davy, parce qu'il a vraiment explosé dans la première bosse. Donc dans la section numéro 3, on le voit, il est déjà en grande difficulté, il est assez loin. Bon, après derrière l'écart augmente, mais je pense que voilà, il est passé à côté de son exercice, Clément Davy. C'est dommage parce qu'il est plutôt un bon rouleur, mais un bon rouleur fait pas toujours un bon coureur de contre-la-montre. On a connu des mecs qui étaient des très bons rouleurs, je pense à Van Semmeren par exemple, qui pouvaient rouler pendant des kilomètres derrière une échappée. Campenard, c'est toujours un bon roller, on peut plus vraiment dire que ce soit un expert du contre-la-montre. Bah oui, parce que c'est pas la même chose, totalement, et il faut réussir à tenir la position, à passer les virages à fond, les ballons aussi. C'est pas toujours évident, mais là, du côté de Clément Davy, je pense que les jambes n'ont pas répondu. Baptiste Gillet également, 42e, un petit peu loin. Baptiste Gillet, même si dans l'équipe continentale, c'est quand même lui aussi plutôt un profil rouleur. On aurait pu s'attendre à un peu mieux. Dorian Foulon, 4 minutes 14 aujourd'hui de perdu. Dorian Foulon, c'est également un concurrent paralympique, donc qui a pris la 59e place à 4 minutes 14. Donc on est à peu près dans les temps de Heidi Gauguin. Donc je dirais que c'est une performance tout à fait honorable de sa part. Vestrofier, ouais, je m'attendais à un peu mieux. Je trouve quand même qu'il finit assez loin. Baptiste Vestrofier, alors je pense qu'il n'est pas au top de sa forme, parce que je crois pas qu'il fasse le Tour de France, Vestrofier. Je crois pas que c'était totalement prévu. Alors après, je crois, du côté de la Lotto. Mais il a fini assez loin. Voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup couru en début de saison, il a fait beaucoup de kilomètres d'échappée aussi,
Bon, au bout d'un moment, il y a peut-être des difficultés un petit peu physiques, mais je m'attendais à mieux, voilà, sur ce contre-la-montre, vu ses qualités de rouleur, vu ses qualités en tant que baroudeur. Mais là encore, son gabarit est assez grand. Peut-être aussi qu'il n'est pas venu avec tout l'équipement pour l'aider, parce que la Loto, bah, ils n'ont pas envoyé des mecs pour aider un mec qui participe tout seul au championnat de France. Il faut aussi le comprendre. Donc peut-être qu'il a dû faire aussi sans massage, ou il a dû se masser par lui-même, ou trouver des solutions pour trouver je sais pas, son père qui vient le masser, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de situation. Gatien Le Rousseau, là aussi, hein, on est sur un concurrent qui est handisport. Si je ne me rate pas du côté de Gatien Le Rousseau, 36e aujourd'hui, c'est plutôt une belle performance. On remonte avec Similien Hamon. Comme je le dis toujours, dans les équipes continentales, le contre-la-montre, c'est pas la priorité. Donc voilà, on le voit. On n'en a pas fait forcément un exercice de prédilection. Vous voyez Alexis Guérin, c'est un petit peu la même chose, encore plus dans une équipe continentale portugaise. Là, je pense qu'il se débrouille un peu seul. Jérémy Lecroc, voilà, hein, là aussi on est au-delà de la 20e place, mais encore une fois, en Conti, c'est pas l'objectif numéro 1. On peut noter la belle performance d'Élan de la Ronde, qui est dans la réserve de la Caroural, qui n'est pas professionnel, ce qui n'est pas quelque chose d'inhabituel. Hein. Les réserves normalement d'équipes espagnoles sont pas professionnelles. C'est le cas également de la Cairn Pharma, c'est le cas également de la Euskaltel. Je crois qu'il y a une époque quand ils avaient une réserve. Je sais plus s'ils en ont encore une, la Euskaltel. Mais souvent ce sont des équipes amateurs, parce que déjà, la Cairn Rural n'a pas forcément le budget pour avoir une équipe réserve professionnelle. Alors je pense qu'ils ont une sorte de statut semi-professionnel. C'est-à-dire qu'ils doivent être un petit peu payés, mais ils ne doivent pas être payés un salaire minimum que l'on doit avoir en deuxième division en continental, mais je ne pense pas qu'il soit à 0 € non plus. Mais c'est une belle performance, voilà. Titouan Fontaine, bon, tu vois, parce qu'il est à côté des mecs de la Groupama, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, du côté de ce coureur, on remonte. Jérémy Lecroc, Mathis Rondel, bon, c'est pas sa spécialité le chrono. Après, certains ont fait le chrono pour se débloquer les jambes avant l'épreuve de dimanche. Donc voilà, dans ces équipes-là, on avait une place, on en a profité. Non, moi je trouve très très belle performance. C'est de Décathlon à G2R, l'équipe de développement, que ce soit Arthur Blaise ou Louis Chaleil. Les deux ont été hyper performants. Ils sont devant les jeunes de la Groupama, à part Maxime Decomble, et ils sont surtout devant les jeunes de Arkea. C'est-à-dire que si on prend les équipes réserves des équipes World Tour, bah, c'est eux qui sont le meilleur globalement. Ils s'en sont extrêmement bien sortis, à la bordure totalement du top 20, mais à 2 minutes, c'est vraiment pas grand chose, en sachant qu'ils sont à 1 minute du top 10, quoi. Dans la réalité, ils sont même à moins d'1 minute du top 10, donc là c'est vraiment pas mal. Pierre Thierry, oui, bah comme dit le 8-12, un peu des coureurs de la même génération. Après, Pierre Thierry n'est pas forcément un coureur de contre-la-montre. Bon, il dit le 8-12, de base c'était un coureur de contre-la-montre. Jusqu'à maintenant, il m'a pas vraiment émerveillé par son talent. Bah, je reste toujours sur ma faim du côté des 10 le 8-12, c'est-à-dire je suis toujours pas impressionné par ce coureur. Chez les jeunes, on le montrait comme un rouleur. Et c'est peut-être un peu comme Alexis Brunel. C'est peut-être pas forcément un pur rouleur, un pur coureur de contre-la-montre. C'est un peu comme ça qu'on le vendait, Eddy le 8-12. Aujourd'hui, sur le chrono, il m'impressionne pas. Autant, des fois, quand il fait un travail d'équipier dans des trains pour amener des coureurs rapides, je trouve qu'il fait un travail qui est intéressant. Je dirais pas que c'est le meilleur du monde, mais il fait un travail qui est intéressant. Autant là, moi, je suis pas vraiment impressionné par ce qu'il propose. Benjamin Thomas, il est passé complètement à côté. Non, il est passé complètement à côté. Je pense qu'il n'avait pas des super sensations.
Au premier intermédiaire encore, il arrive à tenir la cadence et puis après ça s'écroule complet. Dès le troisième intermédiaire, il est vraiment hors du coup. Et après, je pense que dans la tête, ça a craqué du côté de Benjamin Thomas. Mais oui, c'est un peu dommageable pour le Français. Après, je suis plus sûr que le contre-la-montre, ça soit forcément sa priorité aussi par rapport à une époque. Je suis plus sûr que ce soit un exercice qui travaille énormément. Benjamin Thomas. Léo Bizio, très bien, parce que c'est un jeune coureur, hein, comme Sexas. C'est un jeune grimpeur, pas forcément coureur de contre-la-montre de base. Donc réussir à prendre une belle 14e place, c'est très bien. En plus, lui sort du Tour de Suisse, où il a fait un énorme boulot pour Félix Gall sur le Tour de Suisse. Donc avec un petit peu moins de temps de repos qu'un Sexas. Je trouve que c'est très intéressant de la part de Léo Bizio, ce qu'il a montré pendant la semaine. Il n'avait pas couru Bizio, non, c'est Spartel qui a fait le Baby Giro. Mais Decathlon, ils ont quand même une génération là, dans l'équipe de développement qui est très intéressante. Et certains se demandent pourquoi ils ont dit qu'il y avait une dizaine de coureurs qu'ils n'allaient pas renouveler. Je pense que tu en as déjà 2-3 qui vont monter de l'équipe de développement. Voilà, plus Koy, plus Tobias Lund Andresen, parce que je pense que Sparfel, Bizio, Bizio y est déjà, mais je pense que Sparfel m'a monté, qu'il y en a 2-3 autres qui vont monter aussi de l'équipe de développement. Forcément, il faut libérer de la place, on n'a pas le droit de dépasser les 30. Il va y avoir également une équipe sprint. Sam Bennett, il n'a pas forcément montré grand-chose. Alors Dorian Godon, c'est un peu plus surprenant, mais c'est vrai que c'est un profil de coureur qui est très... C'est un peu comme Strong, quoi. C'est des coureurs qui n'ont pas 150 courses dans l'année qui peuvent leur convenir. Alors il y a des années où il a été très bon, Dorian Godon. Cette année, c'est un petit peu moins le cas. Et il n'est pas bon pour lancer des sprints. Voilà, et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un coureur qui pourrait aider dans un train de sprinter, mais je trouve qu'il n'est pas toujours dans le bon timing. Dorian Godon. Mais on sait qu'il y a des coureurs qui vont s'en aller. Mais voilà, on va renouveler un petit peu l'effectif, tout simplement. Artus Jalado est très bon, parce qu'on sait que Mathias Ribeiro da Cruz, c'est la référence. C'est même incroyable qu'il ne soit pas dans une équipe pro, même une équipe de Continental. Parce que je pense qu'une équipe comme Nice Métropole pourrait être intéressée par un profil comme celui-là, du côté de Mathias Ribeiro da Cruz. Une 50, c'est une très belle performance de la part du Français, qui est à la bordure du top 10. Je crois que l'an dernier, il était peut-être dans le top 10. Mais c'était un parcours qui était plus long, qui je pense lui convient mieux, parce qu'on a vu sur les premiers intermédiaires, il a un peu démarré en mode diesel, et puis ensuite il a augmenté le rythme. Très bien du côté d'Artus Jalado, 7 secondes seulement, c'est vraiment pas grand chose. Et encore une fois, c'est un coureur qui est passé par la Continentale, certes qui est passé chez les pros, mais qui est pas qui est plus professionnel. C'est pas toujours facile de revenir chez les amateurs. Et puis Alain Villemin, belle performance d'un coureur qui est dans le Paris cycliste olympique. Et lui, Villemin, il n'est pas passé chez les pros. Voilà. Donc c'est plutôt une belle performance à 25 ans. Et puis on remonte, Paligny. Oui, en fait, quand il est passé à l'arrivée, Paligny, je me suis dit, ça va faire 7-8, ce qui est plutôt pas mal pour un coureur de ce type-là. Et puis ensuite, ça s'est un peu dégradé dans son classement. Voilà. Il a pas super bien fini. Paligny, je pense que c'est ce qui lui coûte beaucoup. Total Energy, on sent qu'ils avaient coché la date, les championnats de France à domicile. Je pense qu'on verra beaucoup d'attaques de Total Energy dimanche. Belle performance d'ensemble sur le chrono. Le roux Brunel, Brunel était un rouleur, mais ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas forcément... ça fait que depuis 6 mois qu'il a repris. À une époque, il ne faisait pas forcément du chrono, même s'il a fait du triathlon. Samuel Leroux, il était en continental chez Roubaix-Ligne Métropole. C'est pas forcément un exercice que l'on faisait. Pour tout vous dire, il n'y avait pas de Roubaix-Ligne Métropole au départ de la course. Il faut le signaler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pierre Latour, ça dépend comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le voit à moitié plein, on se dit, il y a une époque, Pierre Latour, il était champion de France du contre-la-montre. Sauf que si on regarde ses dernières sorties dans la discipline,
souvent c'était quand même laborieux du côté de Pierre Latour. C'est un coureur qui a quand même régressé dans le domaine. Donc je dirais faire 7e quand on voit la densité quand même au départ, la densité autour de lui aussi, hein, parce que il y a quand même Thibaut Gruel est pas très loin devant, il est 5e, tu vois que il est à moins de 10 secondes de la 5e place, Cavagna est pas très loin non plus au final. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Du côté de la tour, Gruel et Evan Kosciu vraiment bien. Gruel qui est en forme, il l'a montré sur la route d'Occitanie. Un Thibaut Gruel sur le Tour de France, ça aurait de la gueule pour des échappées hein, et pour aider, parce que comme il n'y aura pas David Gaudu, je suis pas sûr qu'on mise tout sur un leader au classement général. Et il va falloir aider Paul Penouet. Donc ça peut être intéressant. Et puis Ewan Kosciu, là aussi un coureur qui est en très grande forme. Le coureur de la Arkea et qui fait partie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Vauquelin dans les coureurs qui seraient intéressants en cas de non-continuation de la structure. Ewan Kosciu, c'est aussi un coureur qui est très intéressant hein, pour la suite. Donc je pense que c'est des coureurs qui peuvent être intéressants pour des structures. Cavagna, oui, il est forcément déçu. Cavagna pas sur le podium. Alors, ça dépend. Si on regarde le Dauphiné, c'est une surprise. Si on regarde que le Dauphiné, c'est une surprise parce que sur le Dauphiné, il s'en sort bien. Par contre, moi, je trouve qu'il a un vrai problème sur la manière il n'est pas à l'aise sur son vélo. Voilà. Moi, je l'avais déjà dit à Saint-Péret, où j'avais trouvé qu'il bougeait beaucoup, malgré une belle performance sur le chrono. Il bougeait beaucoup. C'est quand même un coureur qui aime bien les chronos de 25 minutes. Au-delà, il a un peu du mal. Il a toujours eu ce problème-là, Cavagna. C'est un coureur qui a du mal à finir ses chronos. Là, je pense que ça a été le cas. Sauf que face à un Paul Sexas, maintenant, ça passe plus. Oui, il y a 4-5 ans, la densité sur le contre-la-montre a été plus faible. Donc ça passait. Maintenant, tu as plus de coureurs qui sont à un bon niveau sur le contre-la-montre. Et là, au bout d'un moment, c'est un peu problématique. Et c'est vrai que je trouve que depuis le début de saison, sur les contre-la-montre, je trouve que ça bouge beaucoup au niveau de la trajectoire, qu'il n'arrive pas à stabiliser correctement sa trajectoire quand il est sur les prolongateurs. Donc il y a peut-être encore une question de réglage à retravailler pour Cavagna. Et là, ce qui fait la différence, c'est que ça finit très fort son chrono. Et Cavagna, lui, a eu un peu plus de mal sur la dernière partie. Donc Sexas, comme l'a dit très bien Armirail, Vauquelin-Sexas, c'est des batailles pour le futur. Hein. Dans 1 an, dans 2 ans, il sait très bien qu'il y aura les deux. Et Vauquelin, il sait très bien qu'il aura un adversaire aussi. Le jour où Armirail devient moins bon, le jour où Cavagna devient moins bon, il sait qu'il aura un adversaire. Ça sera Paul Sexas. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que forcément, ça va tirer tous ces Français vers le haut et ça va les faire progresser dans la discipline. Donc ça, c'est super. Et puis de voir un Paul Sexas, la transition junior, élite se passe parfaitement bien. Et sur le contre-la-montre, c'est quand même très compliqué souvent, la transition junior, espoir, élite. Mais ils en est très très bien sorti. Et donc on peut le saluer là-dessus. Et puis Vauquelin, forcément, il y a des regrets, je pense, avec la chute. Après, bon, il a dit qu'il s'est relevé très vite. C'est sûr que ça lui coûte du temps sur la première partie. Tu vois quand même que sur la fin de parcours, Armirail et lui font jeu égal. Donc je pense que même sans la chute, ça aurait été compliqué de battre Armirail. Après, il n'y avait pas les caméras à ce moment-là, donc c'est difficile de ça. C'est même incroyable qu'il n'y avait pas les caméras à ce moment-là. Mais c'est difficile de dire si la chute a été lourde ou pas. Voilà, forcément, ça lui coûte beaucoup de temps et ça lui coûte forcément d'être plus proche qu'Armirail, de faire douter Armirail peut-être un peu plus. Et Armirail, qui a été solide, il est resté dans son projet. Il avait un projet de course, un schéma de course, il n'a pas changé. Et puis, c'est un 2e titre d'affilée. Il a montré des très bonnes choses depuis le début de saison dans cet exercice. Ça n'a pas été forcément facile pour lui, même en tout début d'année. Et je trouve qu'il a bien remis les pendules au clair, les choses au clair, les pendules à l'heure, c'est plutôt mieux dans cet ordre-là. On aurait dit un candidat de télé-réalité. Sur la suite de la saison, mais j'avais trouvé bon sur le Dauphiné, où il avait fait un travail très solide. Et normalement, quand il fait un bon travail d'équipier, il fait des bons chronos derrière. Donc il peut être content de cette performance. Par contre,
Alors, vous savez que d'habitude, j'adore le contre-la-montre des championnats de France parce que je trouve que c'est le contre-la-montre qui est le mieux réalisé de la saison et on a les points intermédiaires, les temps intermédiaires, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser Pro Cycling Stats. Je trouve que cette année, ça a été moins bien de la part de Eurosport, hein, qui est derrière un petit peu la production, ça doit être, qui paye la production, c'est pour ça que je veux dire Eurosport parce que ça ne doit pas être Eurosport à la production, des images. Parce que chez les filles, pendant très longtemps, on a eu des gros soucis de chrono, quasiment jusqu'au bout de la course. Et chez les garçons, on a quand même raté des trucs. Vauquelin, Guernalec, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quand même dommageable que du côté de Vauquelin, on ne sache pas où il est tombé. Et qu'on n'ait pas les images. Donc ça, c'est un petit peu dommageable du côté de ce contre-la-montre. On termine avec les différents champions nationaux sur les derniers jours. Donc Armirail chez les garçons, Mauro Schmidt du côté de la Suisse, Ghana du côté de l'Italie, Massé Jouk-Foss. On a qui d'autre, Tom Skens également, Danoule du côté des Pays-Bas qui avait remporté un bon chrono cette année, Vacek du côté de la République tchèque. Ça c'est pas vraiment une surprise. Et puis, est-ce que j'en ai d'autres? J'ai Fedorov pour le Kazakhstan, là aussi, c'est pas vraiment une surprise du côté de ces différentes performances sur le chrono. Et chez les dames, Marlène Reusser pour la Suisse, Guazzini pour l'Italie, Zoé Bäckstedt, qui avait été championne du monde junior. Chez les filles, Alrund du côté de la Norvège, Kopecky du côté de la République tchèque, mais c'est Julia Kopecky, et puis Bredewold, intéressant, du côté des Pays-Bas. Demain, ça sera la Belgique qui sera du côté du contre-la-montre, parce que la Belgique est décalée d'un jour par rapport à la France. Voilà, du côté du contre-la-montre. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!